Les 9 et 10 mars derniers, nous aurions dû nous retrouver à Lorient à l'occasion du Forum Celte. Nous nous réjouissions de faire connaissance avec nos homologues élus d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles et de Galice. La manifestation a été annulée en raison du climat délétère qui règne aujourd'hui dans le pays. Un climat provoqué, entre autres, par l'attitude pour le moins inappropriée d'un président de la République qui n'a toujours rien compris au peuple français. Afin de nous montrer aimables à nos hôtes d'outre-Manche et ibérique, nous nous étions remis à l'anglais et à l'espagnol. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur l'irlandais et le gallois, mais j'avoue la difficulté tant la prononciation des traductions a bien peu à voir avec le prononcé. Nous avions préparé les réponses aux questions qui certainement les taraudaient. Quelle est aujourd'hui la situation en Bretagne? Comment faites-vous pour remédier à la crise? Mais nous aussi avions des questions à leur poser. Quel est votre mix énergétique? Avez-vous des objectifs de moindre consommation d'eau? Comment avez-vous procédé pour gagner en autonomie? Quelques bières bretonnes aidant, ils auraient certainement osé nous interroger sur les relations de notre groupe politique avec l'exécutif. Nous aurions spontanément répondu « très cordial ». Et c'est important, comparé à d'autres hémicycles qui donnent de la France une image bien pitoyable, mais relation aussi parfois décevante quand nos propositions sont systématiquement rejetées ou reprises sans nous nommer. Un exemple en cette session, l'amendement porté par notre collègue Agnès Lebrun sur la nécessité de mener en Bretagne des actions concrètes en faveur de l'emploi des seniors. Vous le reprenez à votre compte, Monsieur le Président, tant mieux pour la cause, mais merci de rendre à Agnès ce qui est à Agnès. Alors sur la situation en Bretagne, notre région n'est pas épargnée par la crise. Les crises, devrais-je dire. Crise du pouvoir d'achat, crise du logement, crise de l'eau. Mais la Bretagne est aussi en pleine mutation. Agriculteurs et pêcheurs en sont les principaux acteurs et parfois les victimes. Si le constat semble partagé, les stratégies diffèrent d'un groupe à l'autre de cette Assemblée. Et le principal reproche que nous faisons à l'exécutif, ce n'est pas d'être dans le déni, c'est de pratiquer soit le en même temps, qui fait tant de mal à notre pays, soit de se contenter de petites victoires. Le en même temps en agriculture, agricultura en espagnol. C'est une implication significative et bienvenue de la région dans le tournage d'une série télé dont l'objectif est de revaloriser l'image des métiers de l'agriculture auprès des jeunes Français. Mais, en même temps, ce soutien financier de 250 000 € à la sortie prochaine d'un film sur les algues vertes qui va relancer et conforter l'agribashing. Tout récemment, et je ne partage pas ce que vous venez de dire, Monsieur Pichon, à l'instant, nous aurions tellement apprécié une réaction de votre part, Monsieur le Président, à cette série d'articles dans Le Monde qui viennent une fois de plus ternir l'image d'un secteur d'activité qui emploie 58 000 salariés en Bretagne. Je veux parler de l'agroalimentaire. Une industrie avec ses fleurons bretons, qui a bien compris le virage à prendre en matière de transition écologique, d'économie d'énergie et d'eau. Une industrie qui sait qu'elle doit évoluer sur les conditions de travail et la revalorisation des salaires. Une industrie qui continue pourtant d'être la cible d'attaques répétées de ceux qui sont parfois les mêmes à revendiquer la souveraineté alimentaire. Mais ces fossoyeurs ne sont pas à une contradiction et à une outrance près. Alors à quand, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président en charge, un contre-discours sur l'agriculture et l'agroalimentaire breton? Les petites victoires, s'agissant de la pêche, fishing en écossais. Nous avons le fair-play de reconnaître les avancées obtenues récemment sur le chalutage de fond. Mais cela ne suffira pas à rassurer les pêcheurs. Nous insisterons aujourd'hui, mais demain, et tant qu'il le faudra, sur le risque de fermeture de certaines zones de pêche, l'impact de la hausse du carburant ou du plan de casse sur la compétitivité des entreprises, les conséquences sur la filière halieutique des parcs éoliens offshore ou encore la gouvernance des ports de pêche. J'ajouterai une donnée inquiétante qui nous a été rappelée hier en commission.
1203 navires, dont 70% ont plus de 20 ans, 4 879 marins pêcheurs, dont 62% ont plus de 40 ans. À quand, Monsieur le Président, un plan de soutien à l'installation-transmission? Vous avez annoncé 1000 installations en agriculture. Combien pour la filière pêche et aquaculture? Dois-je vous reciter Sun Tzu? Qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Le logement, housing en écossais, bibienda en espagnol. Je ne sais où seront logés nos cousins d'Irlande, d'Écosse, du Pays de Galles et de Galice quand ils pourront enfin venir, j'ai ouï dire début août. Mais en tous les cas, ils risquent de s'intéresser à cette question. Comment se loger en Bretagne, une région en tension qui est censée proposer 23 000 logements de plus par an? Nous attendrons toujours de connaître la stratégie de la région en la matière. Nous souhaitons savoir si, comme notre groupe Ils sont où la Bretagne, l'exécutif plaide pour une décentralisation et une déconcentration des politiques du logement. Libération du foncier, décentralisation des zonages, mesures financières et fiscales de soutien à la construction neuve et à la rénovation énergétique, lutte contre les logements vacants. Ils sont 150 000, ces logements vacants, en Bretagne. Le ministre de la Cohésion territoriale attend des propositions d'ici la mi-mai. La Bretagne est souvent citée en exemple pour sa capacité à se saisir des dispositifs et à innover. Je pense aux actions de l'EPF, au Pinel breton, aux résultats obtenus par les territoires délégataires des aides à la pierre. Je rappelle que Brest Métropole et Rennes Métropole ont été les premiers à proposer d'être autorités organisatrices de l'habitat, que de nombreux EPCI sont dotés de plans locaux de l'habitant visant à répondre précisément à la demande et que le bail réel solidaire fait florès dans notre région. Mais à entendre les maires et les professionnels du secteur de l'immobilier et du bâtiment, rien ne va plus. Renchérissement des coûts de la construction, augmentation des taux d'intérêt, soutien insuffisant à la rénovation énergétique, financement du logement social en berne. La notion de parcours résidentiel s'éloigne. La perspective du ZAN, Madame Fortin, renchérit le prix du foncier. Pire encore, l'accession à la propriété se grippe, et particulièrement pour les primo-accédants. Les accords de prêt sont passés en quelques mois de 80% à 30%. Pour inverser la tendance, le gouvernement doit absolument créer un nouveau modèle économique, financier et fiscal, plus efficace, plus lisible, plus stable. Il doit faire confiance aux élus locaux, particulièrement aux maires, qui sont encore ceux qui signent les permis de construire. Il doit déléguer aux territoires le soutien à la rénovation des passoires énergétiques pour les remettre sur le marché. 150 000 logements vacants en Bretagne. À quand, Monsieur le Président, un plan de soutien régional massif et pluriacteur, comme pour la lutte contre la pauvreté que nous aborderons? La région peut et doit prendre sa part. L'eau, agua en espagnol, et pour vous dire que le gallois est difficile, ça s'écrit DWR. Je vous laisse le prononcer. Merci. Nous aimerions leur en parler, à défaut d'avoir ici le débat préalable à la définition des solutions. Un proverbe écossais dit « Ce n'est que quand le puits s'assèche que l'on découvre la valeur de l'eau ». Nous y sommes. Je vous interrogerai donc, Monsieur le Président, sur ce que la région Bretagne retient du discours de Serre-Ponçon et des 53 mesures du plan eau. Si vous les cherchez, vous les retrouverez sur le site du ministère de la Santé, mais c'est pourtant le ministère de l'Écologie et de l'Aménagement du Territoire qui se trouvait aux côtés du Président de la République. Décidément, comme une toujours plus grande majorité de Français, j'ai bien du mal à comprendre comment fonctionne la Macronie. Le plan eau, nous pouvons en partager l'ambition, mais pour que cela ne reste pas un simple affichage, les voies et moyens devront rapidement être précisés. Je pense en particulier au décret attendu depuis 4 ans sur la réutilisation des eaux usées dans l'industrie. Je pense également au financement des travaux sur les réseaux d'eau et d'assainissement. Alors le Président de la République, il découvre les fuites. À la bonne heure. Qu'il vienne faire un vie-ma-vie avec un maire, un président d'intercommunalité ou de syndicat, et il comprendra comment les résorber et surtout combien ça coûte. Il n'a pas l'air de savoir non plus que la distribution et la tarification de l'eau sont une compétence décentralisée. Mal lui en prendrait de la recentraliser. Et pour en revenir à nous,
À quand, Monsieur le Président, la déclinaison en région de notre propre plan eau? Les services publics. Les traductions sont intéressantes. Utilities en anglais, utilidades en espagnol. Et oui, ils sont utiles. Mais certains sont aujourd'hui menacés en Bretagne. Ce sera l'objet de notre vœu, Monsieur le Président. Les services publics de l'hôpital, qui voient des fermetures de services s'ajoutant au déficit croissant de médecins et spécialistes dans certains territoires. Le service public de l'éducation, qui constate les suppressions de postes et donc les fermetures de classes. Les transferts de charges de l'État vers les communes sans transfert des moyens nécessaires. La prétendue modernisation de l'administration, dont on mesure les travers, sans compter la digitalisation des démarches administratives, qui explique en partie le non-recours au droit. Serez-vous à nos côtés, chers collègues, pour hausser le son et alerter sur la déprise de certains territoires? Enfin, nul doute qu'un sujet se serait invité et s'invitera en août dans nos conversations avec ceux qui peuvent nous inspirer à en croire les travaux engagés au sein du groupe Autonomie en anglais, Autonomia en espagnol. Entendons-nous bien, je ne parle pas d'indépendance, mais d'autonomie financière, de différenciation, vous l'avez dit, Monsieur le Président, différenciation régionale et de pouvoir réglementaire. Comme pour le ZAN, nous vous sentons résignés. Auriez-vous perdu de votre combativité sur le sujet? Que s'est-il passé depuis votre entrevue au Sénat ou depuis la réunion du groupe de travail Autonomie du 27 février dernier? Dans le cadre de la réforme constitutionnelle annoncée, nous entendons les Corses, les Alsaciens, mais point, hélas, les Bretons. Quelles propositions concrètes allons-nous avancer? Rassurez-nous, la création d'un versement mobilité additionnel n'est pas la seule idée qui sortira de nos travaux. Alors à quand la rédaction d'un texte, si possible consensuel, pour traduire en actes les engagements de campagne? Si j'ai bien compris, l'objectif c'est mi-juillet. Vous l'aurez compris, nous avons hâte de pouvoir échanger avec nos amis celtes. Mais avouez que nombre de questions sur vos intentions restent aujourd'hui sans réponse. Et ce n'est pas cette si courte session qui donnera envie aux Bretonnes et aux Bretons de s'intéresser à notre institution. Non pas que les sujets abordés ne les concernent pas, au contraire, mais parce qu'ils apparaissent bien peu accessibles et si peu pragmatiques, à l'instar de la SRTES, dont je n'ai pas trouvé la traduction ni en espagnol, ni en gallois, ni en écossais, ni en anglais. Mais parce qu'ils apparaissent bien peu accessibles. Pour nous, ce n'est pas une stratégie. Il y manque du concret et elle souffre d'un trop top-down et pas assez bottom-up. Mais aussi parce que les sujets d'activité immédiate qui préoccupent les Bretonnes et les Bretons sont trop souvent relégués à plus tard. Or, et je terminerai par un proverbe espagnol, ne tardons pas, car par la rue du plus tard, on arrive à la place du jamais. Je vous remercie. Trugaret.